Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Devant vous aujourd'hui se dresse un homme dont le nom a traversé les frontières et glacé les consciences. Pedro Rodríguez Filho, que l'on surnomme Pedrino Matador, autrement dit, le petit Pierre le tueur. Mais avant de juger l'homme qu'il est devenu, il nous faut examiner l'enfant qu'il a été, car chaque crime trouve souvent ses racines dans des origines troubles, et c'est ce premier chapitre de sa vie que nous allons soumettre à votre examen. Pedro Rodríguez Filho voit le jour le 17 juin 1954, dans l'état du Minas Gerais au Brésil. Sa famille est pauvre, vivant dans une région rurale où la misère économique s'entremêle avec la violence domestique et les traditions patriarcales. Le père de Pedro est brutal, connu pour ses excès de colère et ses coups. Dès avant sa naissance, la violence est abattue sur lui. Alors qu'il n'était qu'un fœtus, sa mère, enceinte, reçoit un coup de poing si violent porté par son mari qu'il fracture le crâne du futur enfant. Pedro naît donc avec une malformation à la tête, stigmate de cette première agression paternelle. Cette donnée médicale est psychologique, mesdames et messieurs les jurés. Vous ne devez pas l'ignorer. Elle constitue la première pièce du dossier. Un enfant marqué, dès l'origine par un traumatisme physique et symbolique. Dès ses premiers jours, la vie de Pedro est placée sous le signe du danger et de la souffrance. Grandissant dans une atmosphère où la brutalité est quotidienne, Pedro développe rapidement des comportements agressifs. L'école ne parvient pas à canaliser son énergie. Les enseignants rapportent qu'il est impulsif, querelleur, toujours prompt à la bagarre. Pourtant, il est aussi vif d'esprit, capable de ruse et d'intelligence. On pourrait dire que son environnement familial a transformé un enfant sensible en une arme en devenir. Les témoins de l'époque évoquent un garçon qui, à peine adolescent, maniait déjà la machette et l'arc comme un adulte, habitué à la dureté de la campagne brésilienne. Mais au lieu de diriger cette force vers la construction, Pedro la canalise vers la destruction. Chaque humiliation, chaque injustice ressentie devient une étincelle susceptible de déclencher une réaction violente. À la barre, nous pourrions entendre des experts psychiatres. Leur conclusion serait probablement sans appel. L'enfance de Pedro Rodríguez Filho présente toutes les caractéristiques classiques d'une trajectoire criminelle future. Un père violent, un foyer instable, un traumatisme physique précoce, une pauvreté extrême. Autant de facteurs qui composent ce que la criminologie appelle un terrain fertile pour la délinquance grave. Mais attention, mesdames et messieurs les jurés, votre rôle n'est pas de justifier les actes, seulement de comprendre le contexte. L'explication n'est pas l'excuse, car même dans les pires environnements, certains enfants choisissent une autre voie. Pedro, lui, a choisi la sienne, celle du sang et de la vengeance. Vers l'âge de 13 ans, selon plusieurs récits, Pedro exprime déjà des envies de tuer, non pas par simple cruauté gratuite, mais par un sentiment obsessionnel de justice personnelle. Il rêve de châtier ceux qui lui ont fait du tort, ceux qui nuisent à sa famille, ceux qui incarnent l'autorité qu'il méprise. L'enfant se forge ainsi dans une logique perverse. Il n'existe pas de tribunal équitable, pas de justice officielle. La seule justice valable sera la sienne, rendue par la lame ou par la balle. Mesdames et messieurs les jurés, retenez bien ces premières années. Vous avez devant vous l'image d'un enfant né sous le signe de la violence, grandi dans un terreau de haine et d'abus, et qui nourrit déjà des pulsions meurtrières. C'est à partir de ce profil, façonné par son milieu, que se construira le criminel le plus redouté que tout le Brésil connaîtra. Mesdames et messieurs les jurés, nous reprenons notre audience. Après avoir exploré les origines du prévenu et l'environnement violent dans lequel il a grandi, il est temps d'examiner ensemble un tournant crucial, le passage à l'acte. Car ce qui n'était jusqu'alors qu'une pulsion et un fantasme va se transformer en réalité sanglante. Nous allons entrer dans les faits, dans la chair même de ce que fut Pedro Rodríguez Filho dès son adolescence.
Le premier crime documenté de Pedro remonte à ses 14 ans. Imaginez un adolescent, frêle en apparence, mais animé d'une rage intérieure impossible à contenir. Dans son village, une décision politique le met hors de lui. L'adjoint au maire licencie son père, soupçonné de vol. Aux yeux de Pedro, cette injustice est insupportable. Il estime que l'honneur de sa famille est bafoué, que son père est victime d'un abus de pouvoir. Alors, il décide de rendre justice. Mais pas dans un tribunal. Sa justice est immédiate, expéditive, irrévocable. Armé d'un fusil de chasse, Pedro se poste et abat froidement l'adjoint au maire. 14 ans. Première balle. Première mort. Mesdames et messieurs les jurés, je vous invite à mesurer la gravité de cet acte. L'enfant n'a pas cherché le dialogue. Il n'a pas attendu le jugement d'une cour. Il a endossé lui-même le rôle de juge, de jury et de bourreau. Et dans ce geste se dessine déjà toute sa trajectoire future. Un homme qui se croit investi du droit de vie et de mort. Quelques jours plus tard, encore en cavale après son premier crime, Pedro récidive. Il croise un agent de sécurité, soupçonné d'avoir réellement volé des vivres dans une école. Cette fois encore, Pedro se persuade qu'il doit punir. L'arme à la main, il abat le gardien. 2 morts en quelques semaines, et l'adolescent n'exprime aucun remords. Vous voyez, mesdames et messieurs les jurés, il ne s'agit plus d'un dérapage isolé. Nous assistons à la naissance d'un schéma, un adolescent qui s'érige en justicier, qui décide seul de qui doit vivre et de qui doit mourir. Déjà à ce stade, Pedro développe un mode opératoire. Ses meurtres sont prémédités, réfléchis, ciblés. Il n'agit pas sous l'effet d'une crise soudaine, mais mu par une logique interne. Élimine les mauvais, châtier ceux qu'il considère coupables. Or, mesdames et messieurs les jurés, c'est précisément cette logique qui a fait de lui un futur serial killer. Car ce qui fonde les tueurs en série, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, mais la répétition, l'obsession, la conviction intime que tuer est une mission. Dans la petite communauté brésilienne où il sévit, les habitants sont terrifiés, mais aussi fascinés. Certains chuchotent que l'adolescent n'a fait que rendre justice, que l'État corrompu est incapable d'assurer. D'autres voient en lui une menace incontrôlable. Déjà, Pedrino Matador n'est plus seulement un garçon, mais une légende naissante. Les psychiatres, s'ils étaient entendus aujourd'hui à la barre, diraient probablement que Pedro souffre d'un trouble profond du contrôle des impulsions, associé à une incapacité à ressentir l'empathie ordinaire. Mais plus encore, ils insisteraient sur son système de valeurs personnelles. Pedro ne tue pas pour voler, pour s'enrichir ou pour la simple jouissance. Il tue par conviction. Il croit incarner une forme de justice parallèle, ce qui le rend encore plus dangereux. Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre les premières pièces accablantes du dossier. À 14 ans, Pedro Rodrigues Filho est déjà un meurtrier. 2 vies arrachées, une logique de vengeance bien installée, une communauté choquée. Et pourtant, ce n'est que le début, car l'escalade ne fait que commencer. Dans l'acte 3, nous examinerons comment Pedro, en cavale, va multiplier les assassinats et construire sa réputation de justicier sanglant. Ce qui va définitivement l'inscrire dans l'histoire criminelle comme l'un des pires serial killers les plus effrayants du Brésil. Mesdames et messieurs les jurés, nous poursuivons aujourd'hui l'examen de la trajectoire sanglante de Pedro Rodrigues Filho. Vous l'avez entendu dans les actes précédents, son enfance fut une succession de violences et son adolescence marquée par ses premiers meurtres. Mais ce qui se dessine maintenant, c'est une véritable escalade criminelle. Nous allons devoir analyser comment un adolescent déjà meurtrier s'est transformé en une figure de terreur, redoutée même par ceux qui prétendaient protéger. Après ses premiers crimes, Pedro prend la fuite. Il se cache dans différentes régions du Brésil, vivant de petits larcins, dormant parfois dehors, parfois dans des refuges précaires. Mais sa fuite ne l'apaise pas. Au contraire, elle le pousse à perfectionner ses méthodes et à multiplier les victimes. Il devient un fugitif traqué, mais aussi un prédateur insaisissable.
Mesdames et messieurs les jurés, voici une des clés de compréhension de ce dossier. Pedro développe une idéologie personnelle. Il se considère comme une sorte de justicier. À ses yeux, il ne tue pas des innocents. Il cible des criminels, des trafiquants de drogue, des membres de gangs, des hommes qui frappent les femmes. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Un meurtrier peut-il être un justicier ? La justice peut-elle être rendue par un homme armé, seul ? Pour Pedro, la réponse est claire. À chaque fois qu'il exécute un individu qu'il juge mauvais, il renforce son propre rôle. Il se perçoit comme un correcteur du mal, mais en réalité, il s'enfonce de plus en plus dans le crime. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Durant sa cavale, Pedro est soupçonné d'avoir tué plus d'une dizaine de personnes. Parfois en plein jour, parfois la nuit, toujours avec détermination. Il utilise des armes variées, fusils, couteaux, parfois ses poings. Sa violence est extrême, ses attaques brutales. Il n'agit pas dans la discrétion d'un assassin calculateur, mais avec la démonstration d'un exécuteur. Dans plusieurs affaires, il laisse derrière lui des cadavres mutilés, comme pour envoyer un message. Celui qui agit mal trouvera la mort par sa main. Ainsi naît le surnom de Pedrino Matador, le petit Pedro le tueur, un surnom qui va désormais l'accompagner toute sa vie. Au-delà des criminels qu'il exécute, Pedro nourrit une obsession particulière, venger les affronts subis par sa famille. Il jure de punir ceux qui ont causé la perte de son père, ceux qui ont nui à ses proches. La vengeance devient une seconde nature, et il mélange sans cesse deux logiques, celle du justicier et celle du fils humilié. Dans les quartiers où il agit, Pedro est craint et respecté. Certains habitants le considèrent comme une sorte de héros populaire, un Robin des Bois sombre qui débarrasse les rues des criminels. D'autres, au contraire, vivent la terreur, car ils savent qu'il décide seul de qui est coupable ou qui ne l'est pas. Le mythe enfle, les récits se multiplient, et Pedro devient une légende vivante. Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi d'insister sur ce point. Pedro ne correspond pas au profil classique du tueur en série, froid et méthodique, que l'on retrouve dans d'autres pays. Il est davantage animé par une idéologie personnelle et par une quête de vengeance. Mais c'est précisément cette idéologie qui la rend dangereux. Elle lui donne une justification permanente pour tuer, encore et encore. Les experts parleraient ici d'un serial killer moraliste, un individu qui tue en prétendant purifier la société, mais qui devient lui-même le plus grand des dangers. Vous avez désormais compris l'ampleur de l'escalade. Pedro n'est plus seulement un adolescent meurtrier, il est devenu une figure de terreur nationale. Ses crimes se comptent par dizaines, ses méthodes s'affinent, son surnom s'impose. Mais, mesdames et messieurs les jurés, aucune cavale ne dure éternellement. Dans l'acte 4, nous examinerons son arrestation, son entrée en prison, et surtout, les dizaines de meurtres qu'il commettra derrière les barreaux. Car loin de mettre un terme à sa carrière criminelle, l'incarcération de Pedro Rodríguez Filho va devenir le théâtre d'une nouvelle vague de sang. Mesdames et messieurs les jurés, nous arrivons à une nouvelle étape dans ce procès imaginaire. Celle où la cavale prend fin, où l'homme traqué devient prisonnier. Vous pourriez croire que l'incarcération allait marquer la fin du cycle criminel de Pedro Rodríguez Filho. Or, il n'en fut rien. La prison, pour lui, n'a pas été une limite. Elle est devenue un terrain de chasse, un espace clos où il allait continuer d'exercer sa justice sanglante. Après plusieurs années de crimes, Pedro est finalement arrêté en 1973. Il est encore jeune, mais déjà connu dans tout le Brésil. Son arrestation fait les gros titres. Pour certains, c'est un soulagement. Enfin, le tueur est hors d'état de nuire. Pour d'autres, c'est presque injuste. Certains habitants voyaient en lui un justicier contre la corruption et les gangs. Mais pour l'État, la décision est claire. Pedro doit être jugé et enfermé. Condamné à des peines qui s'additionnent et qui dépassent de loin une vie humaine, il entre en prison avec une réputation déjà bien installée. Mais au lieu d'y disparaître, son nom va résonner encore plus fort. Dès son arrivée derrière les barreaux,
Pedro commet un premier meurtre. Il s'en prend à un autre détenu, accusé d'agression sexuelle. La scène est brutale, sanglante, et elle envoie un message clair à tous les prisonniers. Pedrino Matador n'est pas un détenu comme les autres. Il ne tolère pas les criminels qu'il juge immoraux, même en prison. Rapidement, il devient juge et bourreau au sein même de l'univers carcéral. Chaque fois qu'il croise un violeur, un assassin d'enfants, un criminel qu'il considère indigne, il frappe, à coups de couteau, à main nue, avec des armes improvisées. Son casier s'alourdit encore. Les chiffres sont glaçants, mesdames et messieurs les jurés. On estime que Pedro Rodríguez Filho a tué plus de 40 prisonniers pendant son incarcération. 40 hommes, tous condamnés eux aussi, mais dont il a décidé qu'ils méritaient une mort expéditive. Il frappe dans les douches, dans les cellules, parfois en plein réfectoire. La prison devient son tribunal permanent. Pedro devient une légende parmi les détenus. Certains le craignent au point d'éviter tout contact. D'autres recherchent sa protection, espérant échapper à sa colère. Les surveillants, eux, oscillent entre peur et respect. Ils savent qu'il est capable de mettre de l'ordre là où eux-mêmes échouent. Mais ils savent aussi qu'il est incontrôlable et que chaque jour peut apporter un nouveau cadavre. Mesdames et messieurs les jurés, il est essentiel de comprendre ce qui se joue dans l'esprit de Pedro. Contrairement à d'autres détenus qui tuent pour survivre ou pour obtenir des privilèges, Pedro continue à se percevoir comme un justicier. Il ne supporte pas l'idée de partager un espace clos avec des hommes qu'il considère comme pires que lui. Alors, il les élimine. Pour lui, chaque meurtre est une purification. Chaque cadavre est une preuve que sa mission ne s'arrête pas juste au mur de la prison. Le paradoxe est terrible. L'État a enfermé un criminel pour protéger la société, mais il n'a pas su protéger les prisonniers de ce criminel. Le Brésil découvre qu'il a créé un monstre incontrôlable. Même derrière les barreaux, Pedro Rodríguez Filho continue de tuer sans pitié. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu les faits. L'incarcération n'a pas stoppé la carrière criminelle de Pedro. Au contraire, elle a ajouté des dizaines de victimes à son dossier. Vous pourriez penser qu'après tant de crimes, le prévenu finirait ses jours derrière les barreaux. Mais l'histoire va prendre une tournure inattendue. Dans l'acte 5, nous examinerons sa libération en 2007, sa célébrité médiatique et la contradiction d'un homme qui, après avoir tué plus de 100 personnes, se retrouve interviewé sur YouTube comme une figure quasi publique. Mesdames et messieurs les jurés, après avoir entendu le récit des meurtres en prison, vous pourriez penser que l'histoire s'arrêtait là. Un homme condamné à des peines dépassant les limites humaines, enfermé pour toujours derrière les murs de la justice. Et pourtant, l'histoire de Pedro Rodríguez Filho prend une tournure encore plus incroyable. Sa libération, sa médiatisation et la contradiction entre son image publique et ses crimes passés. En 2007, après plus de 3 décennies derrière les barreaux, Pedro est libéré. La loi brésilienne prévoit en effet des limites légales au temps d'incarcération, même pour les criminels les plus dangereux. Ainsi, malgré plus de 100 meurtres à son actif, dont 40 en prison, Pedro retrouve la liberté. Cette libération provoque un choc dans la société. Comment un tueur en série reconnu, coupable d'atrocités innombrables, peut-il recouvrer sa liberté ? Les familles des victimes s'indignent, les médias s'emballent, et les jurés que vous êtes doivent mesurer ce paradoxe juridique. Dès sa sortie, Pedro attire l'attention des journalistes. Les caméras se braquent sur lui. On l'interviewe, on le filme, on lui tend le micro comme s'il était une célébrité. Il raconte son histoire, il se met en scène. Il revendique certains de ses meurtres comme des actes de justice. Plus surprenant encore, il devient une figure sur les réseaux sociaux. Il ouvre une chaîne YouTube, apparaît dans des vidéos et attire des milliers de spectateurs fascinés. Le tueur en série devient une sorte de star médiatique et ce contraste interroge. Que dit de nous une société qui donne la parole à un assassin multirécidiviste ? Mesdames, messieurs les jurés,
vous devez comprendre la complexité de cette figure. Pedro, d'un côté, affirme qu'il regrette certains meurtres, qu'il souhaite tourner la page, qu'il veut utiliser sa notoriété pour avertir les jeunes contre la criminalité. Mais de l'autre, il ne cesse de revendiquer son rôle de justicier, répétant qu'il n'a tué que des criminels. Il incarne ainsi une contradiction permanente, repentir apparent et fierté macabre. Un mélange qui alimente la fascination et qui brouille la frontière entre monstres et anti-héros. Le public brésilien est divisé. Certains le considèrent comme une curiosité, un ancien criminel qui a survécu au système carcéral et qui mérite d'être entendu. D'autres le voient comme une insulte aux victimes, un homme qui n'aurait jamais dû sortir de prison et qui bénéficie désormais d'une notoriété indécente. Dans les débats télévisés, dans les articles, dans les discussions populaires, Pedro devient un sujet polémique, et ses récits sombres continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Mesdames et messieurs les jurés, vous devez ici examiner la portée de ces contradictions. Un homme peut-il réellement changer après avoir tué plus de 100 personnes ? Peut-il se présenter comme repenti alors qu'il revendique toujours la logique de justicier ? Les experts en psychologie criminelle diraient que Pedro reste enfermé dans sa logique meurtrière. Même s'il ne tue plus, il continue à justifier les assassinats passés. Et cette justification permanente est un signe que le criminel n'a jamais réellement disparu. Ainsi, nous avons devant nous un homme qui, après avoir semé la mort pendant des décennies, a connu la célébrité médiatique et a utilisé sa voix pour exister autrement. Mais, mesdames et messieurs les jurés, toute l'histoire criminelle a une fin. Et celle de Pedro Rodrigues Filho est brutale, violente, à l'image de toute sa vie. Dans l'acte 6, nous aborderons son assassinat en 2023 et la question de son héritage criminel. Car, même mort, Pedrinho Matador continue de poser une question dérangeante. Était-il un justicier ou un monstre ? Mesdames et messieurs les jurés, voici venu le dernier acte de cette audience. Après avoir entendu l'enfance violente, les premiers crimes, l'escalade sanglante, les meurtres en prison et la libération médiatisée, il est temps d'examiner la fin de cette histoire. Car même les vies les plus marquées par la violence se terminent un jour. Et pour Pedro Rodrigues Filho, alias Pedrinho Matador, cette fin fut à l'image de son existence. Brutale, sanglante et inévitable. Le 5 mars 2023, Pedro est assassiné dans l'état de Sao Paulo, au Brésil. Il a alors 68 ans. Après avoir survécu des décennies de prison, après avoir tué plus de 100 personnes, il est exécuté par balle devant chez lui, en plein jour. Les images de son cadavre ensanglanté circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Le tueur est devenu victime. Le bourreau est devenu corps étendu sur le sol. Cet assassinat choque, mais il n'étonne pas. Beaucoup prédisaient que Pedro finirait ainsi. Trop d'ennemis, trop de rancunes accumulées, trop de violences rendues qui finiraient par revenir. Le cycle se boucle. Celui qui a distribué la mort, toute sa vie finit par la recevoir. L'annonce de sa mort fait la une des journaux brésiliens et internationaux. Les médias rappellent son parcours, ses crimes, ses contradictions. Certains le décrivent comme un monstre qui a enfin payé le prix ultime. D'autres comme une légende criminelle, une figure de l'histoire sombre du Brésil. Sur les réseaux sociaux, les débats s'enflamment. Certains internautes célèbrent sa mort, d'autres la regrettent, et beaucoup s'interrogent. Que dit notre société sur le fait qu'un tel homme aurait pu devenir une célébrité avant de finir ainsi ? Mesdames et messieurs les jurés, il est temps de vous interroger sur l'héritage laissé par cet homme. Pedro Rodrigues Filho n'était pas un criminel ordinaire. Il ne tuait pas pour l'argent ni pour le plaisir pur du sang. Il tuait par idéologie, par conviction. Mais cette idéologie est-elle légitime ? Ou n'était-elle qu'un prétexte pour justifier une soif de violence insatiable ? Les experts en criminologie le citent désormais comme un exemple de tueur moraliste. Un homme qui tue au nom d'une justice parallèle. Mais son parcours rappelle aussi les limites des systèmes judiciaires. L'État n'a pas su l'arrêter tôt.
n'a pas su contrôler sa violence en prison et a fini par le libérer malgré son passif. Même après sa mort, Pedro continue de fasciner. Documentaires, podcasts, articles, vidéos YouTube. Son histoire est racontée, analysée, disséquée. Il est devenu un personnage presque mythologique, à la frontière entre le justicier populaire et le monstre sanguinaire. Et c'est précisément cette ambiguïté qui alimente la fascination. Mesdames et messieurs les jurés, votre rôle est aujourd'hui symbolique. Vous avez entendu le dossier, vous avez vu les pièces, vous avez suivi la trajectoire. Alors, quelle sera votre conclusion ? Pedro Rodríguez Filho était-il un justicier qui rendait une forme de justice populaire ? Ou n'était-il qu'un serial killer impitoyable mu par la haine et la violence ? C'est à vous, auditeurs jurés, de prononcer votre verdict moral. L'audience est levée. Souvenez-vous de ce récit sombre. Partagez-le. Abonnez-vous pour entendre d'autres affaires et n'oubliez pas, sur le banc du crime, il ne s'agit pas seulement de juger des criminels, mais aussi de juger l'humanité face à ses propres ténèbres. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle affaire.